Le premier jour du mois de septembre, sur les 10 heures du matin, un courrier de Versailles ayant annoncé à monsieur le cardinal de Noailles, qui disait la messe à Notre-Dame, que le rouet était mort à 8h15. Son éminence avouait aussitôt remis le Saint-Sacrement dans le tabernacle. On fit la même chose au Val-de-Grâce et dans les autres églises de la ville et des faubourgs de Paris. Quand on y eut appris cette triste nouvelle, qui se répandit bientôt de tous côtés. Le jour précédent, le Parlement fut à Versailles, et supplia le rouet d'ordonner que monseigneur le Dauphin, ou le petit rouet, vint faire sa demeure à Paris pour y être élevé pendant sa minorité, ce que sa majesté désapprouva, et dit qu'il se rouait bien mieux à Versailles. Lorsque le rouet mourut, il n'y avouait que le père Tellier, son confesseur, qui l'exhortait sans cesse à s'abandonner entièrement à la miséricorde de Dieu, devant le trône duquel il allouait parouêtre. Il n'y avouait aussi que monsieur le duc de Villerouet, capitaine des gardes du corps, lequel, après que le rouet eut rendu le dernier soupir, au moment que l'horloge de la chapelle neuve eut frappé 8h15, alla dire aux gardes du corps de se mettre sous les armes avec les officiers à leur tête, et de marcher en cet état à l'appartement du jeune rouet, lesquels s'étant mis en haie le long de la galerie avec les 100 Suisses du rouet et les Suisses de monsieur le duc d'Orléans, tous les princes, les princesses, tous les seigneurs et toutes les dames de la cour, tous magnifiquement vêtus, allèrent rendre leur premier devoir au jeune rouet, ainsi que tous les capitaines et officiers des régiments des gardes françaises et suisses, les archevêques, les évêques et les abbés, qui se trouvèrent alors à Versailles, firent de même. Monseigneur le duc d'Orléans parla le premier au rouet, et dit « Sire, je viens de rendre mes devoirs à votre majesté comme le premier de vos sujets. » Madame la douairière, soutenue par 2 seigneurs ayant le cordon bleu, Madame la duchesse d'Orléans et Madame la princesse de Conti, l'une et l'autre soutenues aussi de 2 cordons bleus, y allèrent faire la même chose, ainsi que toutes les dames de la cour, vêtues de deuil, et restèrent auprès du rouet, qui surprit tout le monde par son raisonnement, comme s'il eût un âge beaucoup plus avancé. Après la mort du rouet, un officier dans le moment, ayant un plumet noir sur son chapeau, parut à la fenêtre, et étant sur le balcon, dit à haute voix « Le rouet est mort !» Le même officier s'étant retiré, et ayant quitté le plumet noir pour en prendre un blanc, parut une seconde fois sur le même balcon, et cria à haute voix, par 3 fois, « Vive le rouet Louis XV !» Après cette cérémonie, et après ces premiers compliments qui viennent d'être rapportés, les gardes du corps se rangèrent dans les salons qui sont au bout de la galerie. Alors, le jeune rouet parut sur un balcon pour se montrer au peuple qui était en foule dans la cour du château, où chacun à l'envi se mit à crier « Vive le rouet Louis XV !» Le même jour, 1er de septembre à midi, on permit à tout le monde d'entrer dans la chambre du rouet, où il était dans son lit comme il était mort, ayant les mains jointes, tenant un crucifix, ayant un bandeau sous le menton pour lui tenir la bouche fermée, et qui était attaché des 2 côtés à son bonnet de nuit. Il conserva la connaissance et le jugement jusqu'au moment qu'il expira après cette agonie très violente, de sorte que ce bon prince répondait aux prières des agonisants que l'on récitait auprès de son lit, à la droite duquel se trouvèrent aussitôt après le moment funeste les prêtres de la mission, et à gauche étaient les pères récollets qui psalmodiaient alternativement.
On avouait aussi dresser 2 autels au pied de son lit, où l'on célébrait continuellement des messes pour le repos de l'âme de ce grand monarque. Les personnes qu'on y laissait entrer ne faisaient que passer sans s'arrêter, et peu en sortaient sans répandre amèrement des larmes pour une perte si fatale, et plus fatale qu'on ne se l'imaginait alors. Le lendemain, on ouvrit son corps. On en tira le cœur, qui fut mis dans une bouette de plomb, laquelle fut enfermée dans une autre de bouée incorruptible, et celle-ci dans une autre d'argent, et ensuite portée à l'église de la Maison Prophète des Jésuites de la rue Saint-Antoine de Paris. On en tira ensuite les entrailles, qui furent enfermées de la même manière, pour être portées à l'abbaye royale du Val-de-Grâce. Le corps fut embaumé, puis on le mit dans un cercueil de plomb, qui fut aussi enfermé dans un autre cercueil de bouée, que l'on mit dans le lit de parade, que tout le monde admira pour sa richesse et pour sa magnificence. Il y avait au pied du lit 2 héros d'armes et 2 gardes de la Manche au chevet du même lit, à droite et à gauche, superbement vêtus. Le 3e jour, on y chanta la messe de Requiem en musique en présence du jeune roué et de monsieur le duc d'Orléans, de tous les princes et princesses, des seigneurs et dames de la cour, tous vêtus de deuil. Le 4e, on y célébra la messe de la même manière en présence du roué et de toute la cour. Le 5, le Parlement, la Chambre des comptes, le Grand Conseil, la Cour des aides et la Cour des monouets se rendirent encore à Versailles pour saluer le jeune roué. Monsieur le duc d'Orléans, les princes, les princesses, les seigneurs et les dames de la cour y étaient allés auparavant. Monsieur le duc d'Orléans resta auprès du roué avec monsieur le duc du Maine pour être présent aux compliments des cours souveraines. Messieurs les maréchaux de France y allèrent 2 à 2, suivant leur promotion, savoir. Les plus nouveaux y parurent les premiers. Le maréchal de Berwick avec le maréchal de Villars, le maréchal de Tallard avec le maréchal de Tessé, le maréchal d'Uxelles avec le maréchal d'Harcourt, le maréchal de Villeroy comme le plus ancien, avec le duc de Fitzjames, fils aîné du maréchal de Berwick. Le jeune roué avouait un habit violet, avec un plumet de même couleur sur son chapeau, ses bas et ses souliers de la même couleur, il étouait en juste au corps. Madame la duchesse de Ventadour, tenant la lisière derrière le fauteuil où le roué étouait assis pour recevoir les compliments de toute la cour et des cours souveraines. Après toutes ces cérémonies, monsieur le duc d'Orléans s'appliqua à faire de grandes réformes pour épargner la dépense pendant la minorité du roué. On disait qu'il avouait résolu de réformer 1200 gardes du corps, ce qui aurait fait une épargne de 4000 livres par jour pour leur solde, 400 jardiniers, tant de Versailles que de Marly, de Trianon ou de Fontainebleau, de réserver seulement 6 Suisses à la garde des portes du parc de Versailles, avec 12 jardiniers, 4 Suisses à Marly, avec 6 jardiniers. Il fit congédier tous les matelots du canal du parc de Versailles comme gens inutiles. Il fit affermer à des particuliers toutes les terres qui sont au-delà du grand canal pour y semer des grains. De 400 chevaux qui étouaient à la petite écurie, il résolut de n'en réserver que 4 attelages de carrosses, mais il voulut conserver tous ceux de la grande écurie. Il chargea M. Blouin, gouverneur du château de Versailles, du soin des réparations nécessaires. Le bruit courait aussi alors que ce prince avouait résolu de faire déclarer monsieur le duc du Maine, monsieur le comte de Toulouse, madame la duchesse d'Orléans et madame la duchesse de Bourbon, la douairière, enfants légitimes de monsieur le marquis et de madame la marquise de Montespan, comme monsieur le duc d'Antin,
pour les raisons que personne n'ignore. Le quatrième, les entrailles du feu roué furent portées à 11 heures du soir à l'église de Notre-Dame pour être inhumées dans le nouveau chœur de cette cathédrale de Paris, dans un carrosse drapé de noir à 8 chevaux, éclairé par des flambeaux que portaient 4 pages, 4 gardes du corps et 4 valets de pied. Le même jour, le père Tellier, confesseur du feu roué, accompagné du père du Trévoux, fut au palais royal et dit à monseigneur le duc d'Orléans: Je viens, monseigneur, pour rendre mes devoirs à votre Altesse royale et pour savoir en même temps ce qu'elle a résolu de disposer de ma personne. À quoi ce prince dit froidement: Mon père, vous me prenez pour un autre. C'est à vos supérieurs à disposer de vous et nullement émoué. Cette froide réponse chagrina vivement le jésuite, qui ne s'y était pas attendu. Madame la duchesse de Berry, ayant obtenu l'hôtel du Luxembourg pour y faire sa résidence avec toute sa suite, on obligea tous ceux qui y avouaient leur logement depuis longtemps d'en sortir aussitôt, ce qui les embarrassa de telle sorte qu'ils ne s'avouaient où en trouver, n'y ayant alors aucun appartement, ni aucune maison vacante au voisinage, ni ailleurs. Le 6 à minuit, monsieur le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, arriva de Versailles à l'église de Saint-Louis des Jésuites de la rue Saint-Antoine, portant le cœur du feu roué dans un carrosse drapé de noir, à 8 chevaux sans caparaçon, précédé d'un carrosse à 6 chevaux de monsieur le duc de Bourbon, et d'un autre à 6 chevaux de monsieur le prince de Conti, le tout éclairé par environ 80 flambeaux portés par des gardes du corps, par des pages et par des valets de pied. Tous les jésuites de cette maison professe le reçurent à la porte de leur église, ayant tous un cierge à la main. Le 7, on avouait disposer tout au Parlement pour y recevoir le jeune roué, qui devait y tenir, pour la première fois, son lit de justice, suivant les ordres de Versailles. Les officiers du Châtelet, la connétablie, la maréchaussée, le gouverneur de Paris, le prévôt des marchands, les échevins et autres officiers de l'hôtel de ville, tous à cheval en habit de cérémonie, étaient allés au-devant de sa majesté avec les régiments des gardes françaises et suisses et les 100 Suisses de la garde du roué. Ils étaient déjà dans la cour de la reine, lorsque monsieur le duc d'Orléans les rencontra sur les 10 heures du matin, venant de Versailles en carrosse à 8 chevaux, lequel leur dit de s'en retourner jusqu'à nouvel ordre, après les avoir remerciés de la peine qu'ils avaient prise. On apprit que ce qui avait causé cet incident était que madame la duchesse de Ventadour n'avait pu venir à bout de persuader le roué de se mettre en chemin pour venir à Paris, qu'il avait fait semblant d'être malade, qu'il s'était mis à bouder et à faire le mutin comme un enfant de son âge, que, n'ayant pas voulu manger, on avait été contraint de le mener à Trianon, où l'appétit lui était bientôt revenu avec la bonne humeur, et que se voyant là, il s'était mis à courir de tous côtés pour se divertir avec son houssard. Monsieur le duc d'Orléans alla du même pas au palais pour dire au Parlement la raison de ce délai. On avouait cependant préparer un grand repas chez monsieur le premier président, où l'on devait servir 3 tables pour régaler le roué, les princes et toute la suite, auquel repas les officiers de la bouche de chez le roué avouaient travaillé depuis quelques jours. Le 9, sur les 4 heures du soir, le roué, venant de Versailles, arriva à Paris par la porte Saint-Honoré, traversa le rempart qui s'étend depuis cette porte jusqu'à celle de Saint-Antoine, pour aller faire son séjour au château de Vincennes, où l'on avouait depuis quelques jours préparer les appartements.
Il est toué en carrosse entre monsieur le duc d'Orléans et madame la duchesse de Ventadour, assis sur un siège un peu plus bas et un peu plus avancé, pour être plus aisément vu du peuple. L'appétit lui étant venu, monsieur le duc d'Orléans fit arrêter le carrosse au drouet de la porte Gaillon, derrière le jardin de l'hôtel de Conti. Pendant que le rouet jouait, monsieur le duc d'Orléans lui fit remarquer comme les habitants de Paris s'empressouaient de vouer sa majesté, en lui disant voyez, sire, combien votre peuple de Paris vous aime, et comme il prend plaisir à vous voir. Il est bon que vous lui en sachiez bon gré, ainsi saluez-le. À ces mots, le rouet salua de la main et d'une manière riante à droite et à gauche tous ceux qui étaient en cet endroit en très grand nombre, qui furent tous charmés de la beauté de son visage. Il était vêtu de noir en juste au corps, avec un chapeau noir tout uni, avec le cordon bleu et l'ordre du Saint-Esprit en broderie d'argent sur son habit. Le carrosse du rouet était environné des gardes du corps, ayant tous l'épée nue à la main, et était précédé d'un carrosse à 8 chevaux, dans lequel était monsieur le prince d'Armagnac, grand écuyer de France, monsieur le marquis de Berringham, premier écuyer, monsieur le marquis de Courtenvaux, colonel des cent Suisses, et autres seigneurs, et il était suivi d'un carrosse de monsieur le duc d'Orléans, d'un autre de monsieur le prince de Conti, et d'un autre de monsieur le grand écuyer, avec la livrée du rouet, tout troué à 6 chevaux. Un particulier nommé Legras, qui durant la dernière guerre avouait été employé dans les vivres, dans les fourrages et dans les munitions de guerre par monsieur Berthelot de Pléneuf et par ses associés, et qui avouait garder toutes les minutes de ce qu'il avouait eu en maniement, ayant eu audience de monseigneur le duc d'Orléans quelques jours avant le voyage de Vincennes, il proposa à ce prince qu'il était prêt à justifier les erreurs de monsieur de Pléneuf et de ses associés, comme n'ayant pas fourni toutes les choses qu'ils devaient, et dont ils étaient convenus, et dont ils avouaient été payés, comme s'ils y eussent entièrement satisfait suivant les marchés faits avec eux, sur quoi le prince lui dit « Vous êtes un homme perdu si vous ne pouvez prouver ce que vous avancez, mais si vous le prouvez, vous devez compter d'en être récompensé, et je vous promets par avance troué sol pour livre. » Sur quoi le dénonciateur répliqua « Monseigneur, je serais trop riche si votre Altesse royale voulait bien avoir la bonté de m'adjuger seulement un sol pour livre de ce que j'ai l'honneur de lui proposer. » Et peu après, ayant remis à monseigneur le régent les mémoires instructifs concernant cette affaire, ce fut en conséquence que monsieur de Pléneuf fut taxé à rapporter dans les coffres du rouet une somme de 1500 000 livres pour sa part, et ses associés à proportion, ce qui devait produire en tout une somme de 12 millions. Monsieur de Pléneuf, informé de cette dénonciation, sortit du royaume et se retira à Turin pour mettre sa personne en sûreté. On vit aussitôt bientôt parouêtre des arrêts du Conseil d'État qui ordonnèrent la vente de ses biens et de ses autres effets. Le 10, le corps du rouet arriva à 6 heures du matin à Saint-Denis, sur un catafalque fort élevé, traîné par 8 chevaux caparaçonnés, suivi d'un autre carrosse à 8 chevaux avec de pareils caparaçons. Le convoi était précédé de 2 carrosses à 6 chevaux et escorté par 1500 gardes du corps, gendarmes et chevaux légers, 400 mousquetaires et environ 200 pages et valets de pied, tous portant des flambeaux à la main. Le tout avouait commencer à se mettre en marche sur les 8 heures du soir à Versailles. Le trouet de ce mouet,
l'ambassadeur d'Angleterre et celui de Hollande se rendirent secrètement au palais royal où le premier fit offre d'argent à monsieur le duc d'Orléans de la part du roi de la Grande-Bretagne son maître, et le second fit offre de troupes à son Altesse royale de la part des États généraux pour lui assurer la couronne de France en cas que le jeune roi vînt à mourir et que le roi d'Espagne voulût s'y opposer. Le 11, on publia une première déclaration du roi rendue le 4, par laquelle Sa Majesté prorogea le Parlement jusqu'à la fin de septembre, pour vaquer aux affaires des particuliers et aux affaires publiques de l'État, suivant l'avis de Monseigneur le duc d'Orléans son oncle, régent du royaume, de Monsieur le duc de Bourbon et d'autres personnages notables du royaume. Cette déclaration donna lieu d'observer que monsieur le duc du Maine et monsieur le comte de Toulouse étaient mis au rang des grands et des notables seulement, et n'étaient plus qualifiés d'oncles du roi. On commença à répandre dans le public des louis d'or à 14 livres chacun, et des écus à 3 livres 10 sols chacun, frappés au coin du rouet Louis XV. Voici ce qui se passa au Parlement lorsque le roi y alla le 12 du même mois de septembre 1715 pour y tenir son lit de justice. Le roi partit de Vincennes après son dîner, à 1h30, précédé et suivi des 2 compagnies des mousquetaires avec les officiers à leur tête, suivi d'un détachement de 50 chevaux légers, après lesquels venaient 4 brigades des gardes du corps qui étaient suivis de hoquetons de la prévôté de l'hôtel, puis des 100 Suisses avec leur habit de cérémonie qui entouraient les écuyers du roi, qui étaient dans un carrosse à 6 chevaux, après lequel venait immédiatement le carrosse du roi à 8 chevaux pis, ou blancs ou noirs, et à côté, à droite et à gauche de ces 2 carrosses, marchaient les valets de pied du roi, dont une partie avouait la livrée du roi, et les autres étaient vêtus de deuil, puis venait tout le guet des gardes du corps avec les officiers à leur tête, puis un détachement de 50 gendarmes superbement vêtus de neuf qui fermaient la marche, puis un carrosse à 6 chevaux rempli d'officiers du roi, et un autre à 6 chevaux rempli de dames de la chambre du roi, après lesquels suivaient les carrosses des princes du sang à 8 chevaux chacun, et ceux des princesses de pareil attelage. Le roi marcha en cet ordre au pas, au travers d'une foule extraordinaire de peuple, à droite et à gauche, depuis Vincennes jusqu'au palais, et le long des rues de ce passage. Les fenêtres des maisons étaient ornées de riches tapis et remplies de monde. Le carrosse du roi arrêta auprès du trône, qui est au bout du faubourg Saint-Antoine, du côté de Vincennes. Le duc de Trêmes, gouverneur de Paris, se trouva en cet endroit, à cheval, avec ses gardes aussi à cheval. Ils baissèrent la bandoulière aussitôt qu'ils virent approcher les gardes du corps du roi. Le duc de Trêmes était avec monsieur Bignon, conseiller d'État et prévôt des marchands, suivi de 4 échevins, de tous les officiers de l'hôtel de ville, des quarteniers, des dizainiers, des juges consuls et de plusieurs notables ou principaux bourgeois de la ville de Paris, tous à cheval. Le roi étant descendu de carrosse entre les bras de monsieur le duc de Villeroy, le prévôt des marchands, ayant un genou en terre, ainsi que les échevins, lui présenta les clés de la ville et le complimenta sur la première entrée de sa majesté dans sa bonne ville de Paris, en lui souhaitant un règne heureux et de longue durée. Après l'avoir remercié, le roi remonta en carrosse et continua sa marche dans le même ordre. Les archers de ville, avec leurs casaques, partis à cheval et partis à pied, étaient allés au-devant du roi jusqu'à Vincennes. Le duc de Trêmes, suivi de ses gardes, doubla le pas pour se rendre au palais avant l'arrivée du roi.
Les archers du guet à cheval et à pied étouaient en haie le long du faubourg Saint-Antoine. Les inspecteurs de police, les archers de la connétablie, de la maréchaussée et de la prévôté, tous à cheval et magnifiquement vêtus de neuf, occupaient divers postes dans le même faubourg pour empêcher le désordre et la confusion de la populace. Les 2 régiments des gardes françaises et suisses bordoaient les rues depuis la porte Saint-Antoine jusqu'au palais, les premiers à droite, les autres à gauche. Monseigneur le duc d'Orléans faisait jeter de l'argent au peuple de temps en temps, en allant au palais et en revenant, par 2 écuyers qui étouaient aux portières du carrosse du rouet, et par un exempt des gardes du corps qui allouait devant le carrosse. Le rouet, étant enfin arrivé avec les acclamations du peuple, au bas des degrés de la Sainte-Chapelle, le duc de Villerouet, capitaine des gardes du corps, le prit entre ses bras et le porta de cette manière jusqu'à la porte de la grande-chambre, madame de Ventadour tenant la lisière. Le rouet était vêtu de deuil en violet foncé, avec un long manteau et un rabat de toile de Hollande. Là, le duc de Trêmes, comme premier gentilhomme de la chambre, et faisant l'office de grand chambellan à la place du duc de Bouillon, qui étouait indisposé, vint prendre le rouet et le porta jusqu'au trône qu'on avouait préparé. Madame la duchesse de Ventadour continuant de tenir la lisière et le duc de Villerouet portant le manteau. Le rouet, étant placé sur le trône, se trouvant embarrassé à vouloir ôter son chapeau à cause de la longueur du crêpe qui y pendouait, pour dire au Parlement le compliment que le duc de Villerouet lui suggéra 3 ou 4 fouets, conçu en ces termes: « Je suis venu ici, messieurs, étant bien aise de vous donner des marques de ma bienveillance, mon chancelier vous dira mes intentions. » Il fallait être bien près du trône pour entendre ce compliment, parce que le rouet le dit assez bas. La tenue du lit de justice étant finie, le duc de Trêmes reprit le rouet entre ses bras et le porta jusqu'à son carrosse. Le duc de Villerouet, portant le bas du manteau, et madame de Ventadour tenant la lisière, et le rouet s'en retourna à Vincennes dans le même ordre qu'il en étouait parti. Un escadron de mousquetaires étant arrêté devant l'abbaye royale de Saint-Antoine, 3 jeunes mousquetaires s'avisèrent de coucher en joue, avec leurs fusils, les religieuses de cette abbaye, qui étouaient en grand nombre à des croisées de fenêtres pour voir passer le rouet et sa suite. Croyant faire peur à ces religieuses, qui n'en firent que rire, aussi bien que ceux qui virent la feinte de ces mousquetaires. Pour être pleinement instruit de ce qui se passa à la tenue du lit de justice, on a cru devoir mettre ici un extrait authentique des registres du Parlement. Du jeudi 12 septembre 1715, de relevé, le roi Louis XV du nom, tenant son lit de justice en son parlement. À ses pieds était le duc de Trêmes sur un tabouret, à droite, au bas des degrés du siège royal, étouait le maréchal de Villerouet. Sur un autre tabouret, à gauche, aussi au bas des degrés du siège royal, étouait la duchesse de Ventadour. À droite du rouet, au haut siège, étouait le duc d'Orléans, régent, le duc de Bourbon, le comte de Charolouet, le prince de Conti, le duc du Maine, le prince de Dombes et le comte de Toulouse, prince du sang. À la gauche du rouet, au haut siège, étouaient les 6 pairs ecclésiastiques, savoir l'archevêque duc de Reims, l'évêque duc de Laon, l'évêque duc de Langres, l'évêque comte de Beauvais, l'évêque comte de Châlons et l'évêque comte de Noyon. Sur le reste du banc et sur 2 autres qu'on avouait mis jusqu'au comte de Toulouse, dernier des princes du sang, étouaient assis les ducs qui suivent,
le duc d'Uzès, le duc de Montbazon, le duc de la Trémoëlle, le duc de Sully, le duc de Saint-Simon, le duc de la Rochefoucauld, le duc de la Force, le duc de Rohan, le duc d'Albret, le duc de Piney-Luxembourg, le duc d'Estrées, le duc de Gramont, le duc de la Meilleraye, le duc de Mortemart, le duc de Noailles, le duc d'Aumont, le duc de Charost, le duc de Villars, le duc d'Harcourt, le duc de Fitzjames, de Berwick, le duc d'Antin, le duc de Chaulnes, le duc de Rohan, le duc d'Austin. À la gauche du rouet, au haut siège, étoués comme on l'a déjà dit, les 6 pairs ecclésiastiques, et sur ce qui restouait du banc, et sur un autre qui avoué était mis devant, étoués les maréchaux de France, Savouer, le maréchal d'Estrées, le maréchal de Château-Regnault, le maréchal d'Uxelles, le maréchal de Tessé, le maréchal de Tallard, le maréchal de Matignon, le maréchal de Bezon, le maréchal de Montesquiou. Les maréchaux de France étouaient venus avec le rouet. Sur un banc particulier, près de la duchesse de Ventadour, au-dessous des 6 pairs ecclésiastiques étoués, le duc de Villerouet, capitaine des gardes du corps en quartier, le marquis de Courtenvaux, capitaine des 100 Suisses de la garde du rouet, et le marquis de Berringham, chevalier de l'ordre et premier écuyer du rouet. En la chaise où se met ordinairement le greffier en chef aux audiences publiques, couverte du tapis du siège royal, étoué monsieur Voisin, chancelier de France, commandeur des ordres du rouet, vêtu d'une robe de velours violet, doublée de satin cramoisi. Sur le banc ordinaire de messieurs les présidents étoués, messire Jean-Antoine d'eux-mêmes, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, premier président du Parlement, monsieur le président Potier de Novion, monsieur le président Le Charron, monsieur le président Lamoignon, monsieur le président Porteil, monsieur le président Amelot, monsieur le président Le Pelletier et monsieur le président de Bailleul. Dans le parquet, sur 2 tabourets, devant monsieur le chancelier, étoué monsieur de Dreux, grand maître des cérémonies, et monsieur Desgranges, maître des cérémonies. Et au milieu du parquet, étoués à genoux devant le rouet, 2 huissiers, massiers du rouet, tenant leurs masses d'argent doré, et 6 héros d'armes. Sur 3 bancs couverts de tapisseries à fleurs de lys dans le parquet, et sur le banc du premier et du second barreau du côté de la cheminée, étoués messieurs les conseillers d'honneur, les maîtres des requêtes, au nombre de 4, en robe rouge, les conseillers de la Grand-Chambre, les présidents des enquêtes et des requêtes du palais. Les conseillers d'honneur étouaient alors messieurs Benoît et Leclerc. Les 4 maîtres des requêtes étouaient messieurs Monet, de Gourgues, Berrier, Carré. Les présidents des enquêtes et des requêtes étouaient messieurs Amelot, Gilbert, Lambert, Cochet, Frison, Delagarde, Chevalier, de Saint-Vallier, Poncet, Roland, Bochart, Daudin, Lambert de Taurigny, Berthier, Moreau, Leferron, Hainaut et Dutillet. Les conseillers de la Grand-Chambre étouaient messieurs Lenain, Chevalier, Porteil, Lemeunier, Godard, Dreux, Huguet, Leferron, Robert, de Vertamont, Dorieux, Bouézard, de Brague-Gelongue, de Creil, Braillé, Chassepeau, Delaporte, Cadeau, Fraguier, Ferrand de Paris, Mahanda, de Jassot, Lucas, Morel, d'Armaillé, de Lagrange, du Monceau, l'abbé Pucelle, de Vienne, Manguy,
Joézel. Aux côtés de Rouet, sur 2 bancs aussi couverts de tapisseries à fleurs de lys, étouaient les conseillers d'État et les maîtres des requêtes qui avouaient accompagner monsieur le chancelier, tous en robe de satin noir, et dont voici les noms. Monsieur Le Pelletier, d'Aguesseau, Comartin, Fleuriot, d'Argouges, de Harley, Le Pelletier des Forts, des Marais de Vaubourg, l'abbé de Pomponne et de la Rochepot. Les maîtres des requêtes étoués, messieurs d'Ernoton, de Fieubaye, Le Mérat, Lefèvre de Boissy, Lefèvre d'Ormesson. Les présidents des enquêtes et des requêtes du palais étouaient mêlés parmi les conseillers de la Grand-Chambre. Sur un banc, en entrant, vis-à-vis messieurs les présidents, étouaient les secrétaires d'État, Savouir, messieurs Colbert de Torcy, Philippot de Pontchartrain et Philippot de Lavrillière. Sur 3 autres bancs, à gauche, dans le parquet, étouaient messieurs l'abbé d'Estrée, le comte de Gaure, le comte de Guiscard, le comte de Guébriant et le comte Albergotti, tous 5 chevaliers des ordres du Rouet. Le marquis d'Arpajon, le marquis de Nogent, le comte de Lautrec, le marquis de Saint-Germain-Beaupré, le marquis de Vérac, le comte de Grancey, le marquis de Lavallière, le comte d'Aubigny. Sur un siège à part, le sieur Bello, bailli du palais. À côté de la forme où étouaient messieurs les secrétaires d'État, étouait le sieur Dronjouet, greffier en chef du Parlement, revêtu de son épitoge, et à côté de lui étouait le sieur Dufranc, commis au greffe. Sur une forme ou banc derrière eux étouait le sieur de la Baume, greffier en chef criminel, et les sieurs Mireille, Nouet et Isabeau, tous troués secrétaires du Parlement. Sur un tabouret étouait le grand prévôt de l'hôtel, et le premier huissier audiencier étoué dans sa chaise ordinaire à l'entrée du parquet. En leur place ordinaire étouaient les chambres assemblées au bout du premier barreau jusqu'à la lanterne de la cheminée, avec les conseillers de la Grand-Chambre et les présidents des enquêtes et des requêtes du palais. Maître Guillaume François Joly de Fleury, avocat général, maître Guillaume de Lamoignon, avocat général, maître Germain-Louis Chauvelin, avocat général, maître Henri-François d'Aguesseau, procureur général, lesquels 4 magistrats étouaient ce qu'on appelle les gens du Rouet. Dans le surplus des bancs étouaient les conseillers des enquêtes et des requêtes, Savouer, messieurs Caneille, de Ribaudon, Lemestre, de Saint-Martin, Le Boindre, de Vrévin, Morel, d'Averdouin, de la Guillaumie, Bavin, de Fortiat, Simonet, Mollet, Doublet, de Chavaudon, Le Boetel, Palu, Mélian, Delpech, de Rolinde, de Fourcy, Boutet, Duport, de Tournon, Jevert, Coignet, Alexandre, Bouvard, Regnault, Dubosc, d'Aguesseau, Nicolai, de Louvancourt, Lebègue, de Sèvres, de l'Estouel, de Vienne, Cadeau, Lemoine, Gorge, Aubry, de Gouélard, Coste, Anisson, Lamblin, Levaillant, Boulet, Fornier, Rouillé, Lucas, Gaultier, Guenoux, Lefébure, de Lafalière, de Maigrigny, Soulet, de Pleurs, Nau, Fraguier, Montulé, Tubeuf, Le Rebourg, Sevin, de Fieubaye, Dupuis, Mallet, Gluck, Enjolras, Nigaud, Robert de Saint-Vincent, Dujardin, Lecoq et autres.
et sur un cinquième banc, derrière ceux qui étaient occupés par les conseillers des enquêtes et des requêtes, gardés par ordre du grand maître des cérémonies, étoué le prince de Salm et autres princes et seigneurs étrangers, la lanterne du côté du greffe étouée remplie par les dames du service du rouet, celle de la cheminée par le nonce du pape, par monsieur le bailli de Même, ambassadeur de Malte, par celui de Portugal, et par plusieurs autres ambassadeurs. Le même jour de relevé, la cour, toutes les chambres assemblées, en robes et chaperons d'écarlate, attendant la venue, les officiers des gardes du corps saisis des portes du Parlement, a eu avis, sur les 2 heures et demie, que monsieur le chancelier venoué en la cour, sur coué ont été députés pour l'aller recevoir au lieu accoutumé hors le parquet, messieurs Robert et de la Porte, conseillers de la Grand-Chambre, qui l'ont conduit, marchant à ses 2 côtés. Monsieur le chancelier avouait une robe de velours violet, doublée de satin cramoisi, et il est tout suivi des conseillers d'État et maîtres des requêtes ci-dessus nommés, en robe de satin noir. Messieurs les présidents se sont levés lorsque monsieur le chancelier apparut à l'entrée du parquet, et il a pris place sur le banc au-dessus de monsieur le premier président. Messieurs les présidents sont allés prendre leur mortier et leur fourrure en la 4e chambre des enquêtes, et lorsqu'ils en ont été revenus, monsieur le président y est aussi allé. Monsieur le chancelier s'est levé de sa place quand messieurs les présidents et monsieur le premier président sont rentrés. Sur les 3 heures après-midi, un officier des gardes du corps est venu avertir la cour que le rouet était à la Sainte-Chapelle. Aussitôt, messieurs les présidents Potier de Novion, Charon, de Lamoignon et Portail, et messieurs le meunier Robert, Lenain, Chevalier, Godard et Huguet, conseillers, ont été députés pour l'aller saluer de la part de la compagnie, et ils l'ont conduit en la cour, marchant, les présidents à ses côtés et les conseillers derrière lui, et le premier huissier entre les 2 massiers du rouet, immédiatement devant sa personne. Le rouet, étoué en habit violet et porté, lorsqu'il entra dans le parquet, par le duc de Trêmes et soutenu par le duc de Villerouet, portant aussi la queue de son manteau, et par la duchesse de Ventadour, sa gouvernante, précédée de monsieur le duc d'Orléans, régent, des ducs de Bourbon, comte de Charolais, prince de Conti, duc du Maine, prince de Dombes et comte de Toulouse, prince du Sang, suivi des ducs de Noailles, de Charroux et de Harcourt, des maréchaux de France et autres seigneurs. Lorsqu'il a été dans son siège royal, monsieur le chancelier est passé en sa chaise, sortant de dessus le banc de messieurs les présidents. Après que chacun a été placé suivant l'ordre ci-dessus marqué, le rouet, ôtant son chapeau et le remettant, a dit « Messieurs, je suis venu ici pour vous assurer de mon affection. Monsieur le chancelier vous dira ma volonté. » Monsieur le chancelier est monté au siège royal, a mis le genou en terre et a demandé au rouet la permission de parler. Puis, il est revenu en sa place et couvert, a dit « Messieurs, dans l'accablement de douleur où nous sommes, causé par la perte que nous venons de faire, c'est un grand sujet de consolation pour nous de voir revivre toutes nos espérances dans la personne du jeune rouet. Les grandes actions du rouet, son bisaïeul, ont fait pendant sa vie l'admiration et l'étonnement de toute l'Europe. Il a été encore plus grand et plus admirable dans les derniers jours qui ont précédé sa mort. On n'a jamais tant vu de fermeté de religion et de présence d'esprit qu'il en a marqué jusqu'à son dernier moment. Sa prévoyance et l'amour qu'il avouait pour son peuple l'avouaient engagé pendant qu'il étouait en santé à porter ses vues sur l'avenir. Ses dernières volontés, dont cette auguste compagnie a été dépositaire, ont été lues.
La conjoncture présente a fait connaître la nécessité d'y apporter plusieurs changements. Le roué vient tenir son lit de justice pour les confirmer par sa présence et par son autorité. Ce que nous apercevons dans le successeur de la couronne du roué défunt nous fait espérer qu'il sera aussi l'héritier de toutes ses vertus. On voit déjà paraître dans les premiers mouvements de la plus tendre jeunesse tout ce qui indique la bonté du cœur avec la vivacité de l'esprit, et on connaît, à ne s'y point tromper, qu'il ne lui manque que quelques années pour développer et porter ensuite jusqu'au plus haut degré de perfection les mêmes vertus qui brillaient avec tant d'éclat dans le roué que la mort vient de nous enlever. Le roué mourant a donné au roué son arrière-petit-fils les dernières marques de sa tendresse, en l'instruisant en peu de paroles de ce qu'il aurait à faire pendant son règne pour rendre son peuple heureux. Ces paroles et ces instructions demeureront pour toujours fortement gravées et imprimées dans le cœur et dans l'esprit du jeune roué. Les personnes chargées du soin de son éducation lui en rappelleront souvent le souvenir. Quel modèle plus parfait, quelle règle plus sûre pourrait-on lui proposer? Tout ce que nous devons de reconnaissance à la mémoire du roué défunt, tout ce que nous avons eu pour lui pendant sa vie de sentiments d'attachement, d'amour, de soumission, d'obéissance et de fidélité, tout doit être réuni dans la personne du jeune roué. Son autorité sera exercée par un prince régent auquel ce titre est dû par sa naissance. Il renferme dans sa personne, avec un esprit pénétrant et sublime, toutes les grandes qualités que nous regardons depuis longtemps presque comme naturelles et héréditaires dans le sang royal. Toutes ces vues se portent au soulagement du peuple, et son conseil sera composé des personnes qui ont le plus d'expérience et de capacité, en sorte que tout concourt à rendre cette autorité respectable, et elle doit avoir la même force et trouver le même esprit d'obéissance qui est rendu au roué que nous venons de perdre. Tous les membres de l'État doivent être unanimement pénétrés de ce sentiment, qui est conforme à leur devoir, mais il est nécessaire que chacun s'efforce d'en donner plus particulièrement des marques dans ce temps de minorité pour ôter aux puissances étrangères toute idée de trouble et de division dans le royaume. C'est le seul moyen de maintenir l'honneur de la nation et d'assurer le bonheur et la tranquillité des peuples. Ce discours fini, Monsieur le Premier Président et tous messieurs les présidents et conseillers ont mis le genou en terre. Monsieur le Chancelier les a fait lever sur-le-champ par l'ordre du roué, et Monsieur le Premier Président, découvert ainsi que messieurs les présidents et conseillers, a dit « Sire, la royauté est immortelle en France, quoique nos roués, comme les moindres de leurs sujets, soient tributaires de la nature. Louis le Grand, après un long et glorieux règne, en est la triste preuve. Ce cruel événement afflige et consterne tous les ordres du royaume et pénètre de la plus vive douleur ce premier tribunal de l'État. Mais au moment fatal où le plus grand roué du monde cesse de vivre, votre majesté, par le droit de la naissance, commence de régner. C'est le motif de l'auguste cérémonie qui assemble aujourd'hui, dans ce sanctuaire de la justice, la cour des pairs et tout ce qu'il y a de plus grand dans le royaume. C'est ce qui y attire, par l'amour que nous avons pour nos roués, et par la pompe du spectacle, ce concours extraordinaire de peuples de tout âge et de toute condition. Tous s'empressent à l'envie de vous contempler sur votre lit de justice, comme l'image visible de Dieu sur la terre, de vous y voir exercer la première et la plus éclatante fonction de la royauté,
et recevoir les hommages, les soumissions et le serment solennel de l'inviolable fidélité de votre royaume. Outre cette protestation générale, le Parlement supplie votre Majesté d'être persuadé qu'étant attaché aux intérêts de la couronne d'une façon plus étroite et plus immédiate, il considérera toujours comme le plus indispensable des devoirs d'en soutenir et d'en défendre les droits et les privilèges. Son dévouement pour continuer de donner l'exemple à tous les ordres du royaume répondra constamment à sa prééminence. La tendresse de votre âge, sire, ne nous alarme point. La divine providence, qui du haut des cieux tient les rênes de votre empire, a souvent pris plaisir à verser ses bénédictions sur la minorité de nos rois. Clotaire II, Philippe Auguste, Saint Louis, dont vous descendez, Louis le Juste et Louis le Grand, votre bisaïeul, à qui vous succédez, en sont de mémorables et consolants exemples. Tous nos augures, un pareil bonheur, la nature, nos lois et nos suffrages ont déféré la régence et le gouvernement de votre royaume avec un applaudissement universel à Monsieur le duc d'Orléans, que nous regardons comme l'ange tutélaire de l'État. La sagesse, la prévoyance de ce grand prince, son zèle pour le bien public, suppléant à l'âge et à l'expérience qui manquent à votre majesté, nous font espérer qu'il n'aura rien plus à cœur que le soulagement de vos peuples, la défense des saintes libertés de l'Église gallicane, qui sont le plus ferme appui de votre trône, et la splendeur de la justice. Ses projets sur les conseils, où il veut que la pluralité des suffrages décide, nous font espérer qu'il rétablira les affaires du royaume, en affermissant notre repos et notre félicité. Votre éducation, qui sera le fondement de votre religion et de vos mœurs, doit être le chef-d'œuvre du sage et du pieux prince qui y préside et de ceux qui y sont associés. Je finis en demandant à votre majesté pour son parlement la continuation de la confiance et de la protection dont l'ont honoré les roués vos ancêtres, et principalement dans ces derniers temps le feu roué, en le commettant à la garde de son testament. C'est ce qui lui confirmera le droit et la possession où il est, depuis tant de siècles, de rendre la justice à vos peuples, à votre décharge, en votre nom et par votre autorité, en suivant toujours fidèlement les lois et les ordonnances. Monsieur le Premier Président ayant fini, Monsieur le Chancelier a fait ouvrir les portes et il a ordonné au greffier en chef de lire l'arrêt de la Cour du 2e de septembre concernant la régence. Puis, il a excité les gens du roué de prendre les conclusions qu'ils estimeront convenables pour le bien de son service. Les gens du roué se sont mis à genoux et Guillaume Joly de Fleury, avocat général, a fait un discours. En finissant, les gens du roué ont pris les mêmes conclusions que celles sur lesquelles était intervenu l'arrêt du 2 septembre, dont ils ont requis l'exécution et la publication. Ce fait, monsieur le chancelier est monté au roué, a pris ses ordres le genou en terre, et ensuite les avis du duc d'Orléans, régent, des princes du sang, des pères laïcs étant sur les bancs d'en haut, à droite. Il est revenu passer devant le roué, lui a fait une profonde révérence, et a été à gauche prendre l'avis des pères ecclésiastiques et des maréchaux de France. Puis, descendant dans le parquet, il a pris les vouées de messieurs les présidents de la cour, de ceux qui étaient sur les bancs et sur les formes du parquet, qui ont voué délibératives en la cour, et dans les barreaux celles des conseillers des enquêtes et des requêtes. Monsieur le chancelier est ensuite remonté au roué pour lui rendre compte des avis de la compagnie et, étant redescendu en sa place et couvert, a prononcé: le roué, séant en son lit de justice, de l'avis du duc d'Orléans et des autres princes du sang, pairs de France et officiers de la couronne,
Oui, et ce requérant son procureur général, a déclaré et déclare, conformément à l'arrêt de son Parlement du 2 du présent mois de septembre, Monsieur le duc d'Orléans, régent en France, pour avouer, en la dite qualité, l'administration des affaires du royaume pendant la minorité du roi, ordonne que le duc de Bourbon sera dès à présent chef du conseil de la régence, sous l'autorité de monsieur le duc d'Orléans, et y présidera en son absence, que les princes du sang royal auront aussi entré au dit conseil, lorsqu'ils auront atteint l'âge de 23 ans accompli, et après la déclaration faite par monsieur le duc d'Orléans, qu'il entend se conformer à la pluralité des suffrages du dit conseil de la régence dans toutes les affaires, à l'exception des charges, emplois, bénéfices et grâces qu'il pourra accorder à qui bon lui semblera, après avoir consulté le conseil de régence, sans être néanmoins assujetti à la pluralité des voués à cet égard, ordonne qu'il pourra former le conseil de régence, même tel conseil inférieur qu'il jugera à propos, et y admettre les personnes qu'il en estimera les plus dignes, le tout suivant le projet que monsieur le duc d'Orléans a déclaré qu'il communiquera à la cour, que le duc du Maine sera surintendant à l'éducation du roué, l'autorité entière et le commandement sur les troupes de la maison du dit seigneur roué, même sur celles qui sont employées à la garde de sa personne, demeurant à monsieur le duc d'Orléans, et sans aucune supériorité du duc du Maine sur le duc de Bourbon, grand maître de la maison du roué, ordonne que des duplicata du présent arrêt seront envoyés aux autres parlements du royaume, et des copies collationnées aux bailliages et sénéchaussées du ressort pour y être lues, publiées et registrées. Enjoint au substitut du procureur général du roué d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans un mois, fait en parlement le roué Icéan en son lit de justice le 12 septembre 1715. Signé Don Jouet.